Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, nouvelle interview. Je suis ravi de vous retrouver et puis aujourd'hui j'ai le plaisir de partager ce moment avec Can, le gentleman motivateur. Salut Can! Salut, comment tu vas? Yes, super et toi? Bah, c'est parfait, je vais super bien. Bon, c'est top. Alors Can, pour la petite histoire, nous on s'est rencontrés, pourquoi je voulais faire cette interview avec toi? On s'est rencontrés à Paris, on avait pris un lunch ensemble et au départ on devait juste manger ensemble puis on a passé à peu près, je crois que 6 heures à discuter Ouais. quasiment toute la journée. Donc, on s'est dit qu'on allait battre le record. Donc, on part, mesdames et messieurs, pour 7 heures d'interview. Non, je plaisante. Donc, toi, Can, t'es Je crois serial que je pourrais, entrepreneur. hein, je crois que je pourrais, hein. Ouais, bah, largement, avec tous les sujets qu'on a, je te dis, hein, on a de quoi, on en a sous le bras un peu. Ouais, c'est clair. Donc, toi, tu es un serial entrepreneur. Tu as commencé assez jeune à entreprendre dans plein de business différents. Tu vas nous en parler un peu plus. Et c'est aussi la raison pour laquelle je voulais qu'on fasse cette interview. C'est parce que voilà, tu as une vision de l'entrepreneuriat et du business, pas seulement en ligne, aussi maintenant beaucoup en ligne, mais pas seulement en ligne. Et puis surtout, on partage des valeurs très communes, Exactement, ouais. de la bienveillance, de la liberté, etc., de l'amour, etc. Donc, c'est des choses qui me touchent. Et je trouve que ça pouvait intéresser. On va parler aujourd'hui de valeurs, de vision, Mmh. de blocage, de stratégie aussi, pour ceux qui nous regardent. Donc, ça va être intéressant. On va aborder tous ces sujets-là. Mais avant ça, est-ce que tu peux, j'aime bien poser cette question pour démarrer, est-ce que tu peux nous dire un petit peu qui est Can et quel était un peu ton parcours rapidement et c'est quoi en fait ta vie aujourd'hui? Alors, donc je vais essayer de condenser parce que j'ai Ouais, je sais que c'est long. très riche, très dense, mais globalement, je fais partie de ces personnes qui ont toujours su qu'elles voulaient être, libres et indépendantes. Et donc ça veut dire que pour moi, c'était pas de patron. Je peux pas te dire d'où je tiens ça, mais je disais à mes parents: «Je veux pas de patron, je veux pas de patron». En tout cas, la liberté, ça a toujours été quelque chose de clé et d'important chez moi. Donc quand j'ai démarré mes études d'art, je je j'étais déjà dans cette logique de entre guillemets d'apprendre tout le temps, de beaucoup bosser. J'ai eu, la chance d'avoir un ordinateur, à 13 ans, et de commencer à apprendre la 3D et de démarrer des nuits blanches, c'était pas cool, mais de démarrer des nuits blanches à cette époque. Donc quand, je suis arrivé dans mes études, supérieures, en design, j'avais déjà, en fait, j'étais comme un pro. J'utilisais Ouais. des outils comme un pro et ce qui m'a permis, au début de mes études, de déjà bosser pour des personnes. Donc j'ai créé mon premier statut. Bon, avant j'avais des associations, ça me permettait de gagner de l'argent en tant que danseur, tu vois? Mais Ouais. heu, mais sinon c'était quand même un début d'entrepreneuriat parce qu'il fallait démarcher. J'avais démarché, Fun Radio, on avait signé des contrats, dansé devant 3000 personnes, donc première expérience de scène, sortie de zone de confort et cetera. J'avais déjà commencé. C'était déjà un début de mindset, d'entrepreneur. Mais j'ai vraiment commencé en 2001 Mhm. en tant que freelance en parallèle de mes études pour pas avoir à bosser au McDo ou autre. Et en même temps, je me suis dit: «Quand on débute, on se fait souvent avoir, donc je préfère me faire avoir pendant que je suis étudiant, pendant que je suis en train de me former, plutôt que quand je serai vraiment, pleinement lancé». Et donc là, je vais faire assez court, mais globalement, j'ai évolué. Je suis passé de, on va dire de freelance, multitâche à créatif qui se fait payer pour sa créativité au sens Mhm. large, donc directeur de création sur du web, sur, des campagnes print, sur, tout un tas de choses, à, un collectif. Donc là, c'était le début de travailler avec des personnes. Ça, c'était, dès 2005. Et Ouais. ensuite, j'ai monté une agence de communication avec, pour ambition, alors c'est là où je me dis, en fait, ma vision, elle était pauvre à l'époque, mais je voulais juste, faire des belles campagnes, qui soient vues et faire partie du top, tu vois? Sans me demander pourquoi, est-ce que ça me stimulait ou quoi, mais maintenant avec le recul, je me dis que c'était un peu superficiel, que je sentais malgré tout que je contribuais pas, mais sur le moment, sur l'aspect purement, challenge technique, artistique, ça me plaisait. Donc j'ai, Ouais. eu l'opportunité de bosser avec de très grandes marques, Dior, Armani, Mercedes, TF1, voilà, enfin tout un tas de marques et sur de très beaux projets. Et au bout d'un moment, il m'est arrivé un truc pas très cool avec un ancien associé, et là ça a switché. Je suis passé du créatif qui, est orienté juste créativité, Mhm. heu, avec un associé qui lui s'occupait plutôt de la partie, commerciale, financière et cetera. Moi je jetais un coup d'œil mais c'était pas mon truc
Et il y a eu un clash. Et là, j'ai repris toute la boîte et j'ai dû apprendre à tout faire. Et là, c'était déjà le premier gros shift. Et j'ai compris que je ne pouvais pas être juste un créatif, mais qu'il fallait que je me transforme pour être déjà un chef d'entreprise. Et là, je dis Ouais, bien chef d'entreprise, parce que pour moi, ce n'était pas entrepreneur, c'était chef d'entreprise. Je pilotais l'entreprise avec un peu de vision, mais pas tant que ça. Et j'ai subi une première vague de crise sur laquelle j'ai surfé, une deuxième qui m'a un peu mis KO, mais j'ai fait plein d'erreurs aussi. Euh, et là, j'avais en fait, le choix, c'est soit je continue, parce que ça a été très, très dur à cette époque, c'est soit je continue, en risquant de me casser encore plus la figure, soit j'arrête et je retombe dans le salariat. Et là, il y a eu un moment vraiment charnière où je me suis dit plus jamais ça. Je veux plus vivre ce que je vis, je veux plus ressentir ce que je ressens. Et j'ai lancé une startup dans l'impression 3D et c'est là où réellement j'ai pris ma casquette d'entrepreneur. Et c'était très différent parce qu'au lieu de vendre mes services, donc ce que je faisais, qui j'étais, là, j'ai dû apprendre à vendre un produit, créer un produit, le marketer, etc. Donc, je suis allé vers une autre forme de marketing. En fait, c'est très différent quand on fait du marketing en agence pour certaines marques et quand on fait son marketing pour soi. On a d'autres challenges, même émotionnels. Et là, ça a été vraiment le début avec plein d'autres choses après. Et c'est là où j'ai monté plein d'autres business dans la création de pièces mécaniques pour la moto, des stickers, une boîte de stickers, des nœuds papillons imprimés en 3D, plein d'autres projets annexes, donc agence de marketing, un centre de formation et puis après une start-up dans la livraison de médicaments. Et ensuite, j'ai envoyé bouler tout ça d'un coup pour me concentrer sur ce que je faisais déjà en parallèle, mais sur l'accompagnement d'indépendants et les aider à gagner en liberté, globalement. Voilà. J'ai yes. essayé de faire court, mais malgré tout, Ben, c'est ça, en fait, il y a dans ce que tu nous as dit, il y a plein de choses intéressantes hein, sur lesquelles on va rebondir, mais c'est aussi ça la vie d'entrepreneur, c'est d'avoir cette espèce de créativité qui fait qu'on a envie de toucher à tout, qu'on a envie d'essayer des choses. Dans ce que tu nous as partagé, il y a des choses très intéressantes. Tu as parlé d'entrepreneur, de chef d'entreprise. Je rajouterais une étape qui est celle du visionnaire. Et justement, je pense que c'est aussi de ça qu'on va parler aujourd'hui. Qu'est-ce qui, toi, t'a poussé aussi à passer bon, ok, j'ai plein d'idées, je fais des choses, je teste des choses, je bazarde un peu tout, je me reconcentre sur moi et ma vision, ce que j'ai envie aujourd'hui, c'est d'accompagner des entrepreneurs à se dépasser, à aller vers ce qu'ils veulent. Qu'est-ce qui a switché comme ça chez toi à un moment précis? Ou pas, peut-être c'est progressif, hein, je sais pas. En fait, c'était un peu progressif, mais il y a eu quand même des gros moments de claque. En gros, je l'ai toujours fait. C'est-à-dire que j'ai toujours vu dans mon entourage, dans mes amis, même dans mes clients, quelque chose que eux-mêmes ne voyaient pas en eux. Et parfois, je leur en parlais, je leur disais, mais pourquoi tu n'irais pas dans cette direction? Et ils me disaient, non, c'est pas moi. Et 2 ans, 3 ans après, en fait, ils y étaient. C'est comme si je voyais plus loin que, En avant. ouais, que ce qu'ils voyaient eux-mêmes, parfois même trop loin. Et ça, quand tu parlais de visionnaire, c'est vrai que moi, ça a toujours été mon truc, c'est j'emmagasine des informations, je vois, je capte des choses, et après, c'est comme si tout se mélangeait pour en sortir une idée, pour sortir un truc, et ça me semble logique, cohérent. Alors, je pense que c'est mon cerveau qui est tout le temps en train de mouliner, qui fait ce travail tout seul. Mais en tout cas, voilà, c'est une de mes capacités, on va dire. Et en fait, je l'ai toujours eu. Donc, des amis qui sont maintenant sur la scène internationale, niveau photo, niveau danse, etc., je les voyais déjà. Eux, pour eux, c'était bon, c'est un loisir et tout. Je dis, mais tu ne te rends pas compte, je serai là pour ton premier spectacle ou l'autre, je serai là pour ta première expo et quand tu vas publier ton livre. Alors, à chaque fois, j'ai droit de la part de ces personnes-là, la première dédicace, la première invitation, etc. Mais c'est un peu un running gag et c'est souvent arrivé dans ma vie. Et donc, je pense que je l'ai toujours fait. Voir le potentiel des gens, les pousser à le faire. En fait, c'est ça le truc, c'est que ta zone de génie, elle est souvent là devant toi, mais tu ne la vois pas. Et il y a l'ego qui prend le dessus de ce que j'ai envie de faire, de ce que je pense devoir faire, parce que, par exemple, j'ai fait des études, parce que j'ai investi du temps dans l'apprentissage de quelque chose. Donc, je me dis, il faut que je continue dans cette voie-là, sinon j'aurais gâché du temps. Et j'ai eu des switches qui se sont faits à chaque fois avec des petites claques, des déceptions, des ruptures, voilà, des claques même financières. Et à chaque fois, en fait, c'est comme si la vie me disait,
va vers ta mission, va vers ta mission. Et moi, je comprends pas. Et la claque, elle est de plus en plus grosse, elle fait de plus en plus mal. Et à un moment, je me suis dit, je me suis dit, vas-y, j'y vais. Je sais que j'ai cette volonté d'aider les gens. Je sais que j'ai ce truc où je sentais pas vraiment de sens, en fait. Tu as beau faire, c'est assez particulier ce que je veux dire, mais je faisais des campagnes pour Armani International, designer des boutiques. J'arrivais à les persuader, j'avais jamais designé de boutique de ma vie, j'arrivais à les persuader que je peux le faire. Et on fait des trucs pour Dubaï, pour Londres, etc. Et en fait, là où tout le monde disait, mais c'est génial, tu te rends pas compte. Moi, j'étais un peu blasé. Et en fait, je me disais, mais même je culpabilisais, je me disais, en fait, je suis quelqu'un de blasé. Mais c'est pas que j'étais blasé, c'est juste qu'en fait, j'étais pas nourri Mm. par ce que je faisais et je m'en rendais pas compte. Je sentais bien qu'il y avait un truc qui me chagrinait, que je contribuais pas, mais je savais pas à quoi l'attribuer. Et donc progressivement, bah, il y a une rupture qui a été une rupture amoureuse qui a été un peu clé, qui m'a poussé à vraiment me lancer dans, Mm. on va dire euh, dans ce que j'estimais être ma mission. J'ai commencé à en parler aux gens. Et la vie, elle est toujours juste dans ce qui se passe. Le jour où j'annonce sur Facebook, bon ben voilà, je vais enfin aider des entrepreneurs parce que j'ai eu un parcours voilà, avec des hauts très hauts, des bas très bas, et puis plein de trucs au milieu. Donc, je vais vous partager tout mon savoir. Le jour où je fais l'annonce de ça sur Facebook, où je veux donner, le lendemain, on me vole une moto que j'avais payée assez cher. J'avais fait 30 000 bornes avec et tout. Mais à ce moment-là, je me suis dit, tu donnes et là, on te prend. Et si j'étais resté à un niveau basique, je me serais dit, c'est injuste. Et la raison pour laquelle je parle de ça, c'est pas anodin. C'est que, en fait, j'ai été dans la gratitude. Je me suis dit, bon, j'ai fait 30 000 bornes en 3 mois avec une moto. Si je l'avais gardée, j'aurais pas du tout été dans le focus. J'aurais peut-être pas fait ce que je devais faire. Et c'est comme si l'univers conspirait pour que j'aille absolument sur ma mission de vie et que si je ne la servais pas, eh ben, on m'enlève ce qui est sur le chemin. Donc, cette moto voilà, a été volée. Et sincèrement, oui, le premier jour, j'étais un peu embêté. Mais après, je me suis dit, non, en fait, c'est juste. C'est exactement ce qui devait se passer pour que je sois focalisé. Et là, j'ai lancé mes vidéos. J'ai commencé à toucher mon audience, en fait. Voilà. J'aime bien, il y a plusieurs choses que tu dis qui me parlent. La conspiration de l'univers, je trouve ça génial parce qu'il arrive tellement parfois des choses qu'on ne maîtrise pas, mais qui sont justes, qui arrivent au bon moment, que tu es obligé de te dire, il y a quelque chose qui se passe, tu vois. Ouais. Et du coup, par rapport à ce que tu nous partages, si je fais le parallèle avec nos clients, avec les gens avec qui on discute, les entrepreneurs, d'après toi, quels sont les éléments que tu as repérés qui les empêchent finalement d'aller vers cette mission, d'aller vers ce Ouais. qu'ils veulent réellement faire, d'être alignés. Et je pense qu'il y a un petit peu d'ego aussi là-dedans, mais j'aimerais avoir ton sentiment par rapport à ça. Ouais, alors il y a beaucoup de choses. Il y a déjà effectivement être trop enfermé dans le mental. Le problème, Ouais. c'est que on a déjà toutes les réponses à l'intérieur de nous. Notre subconscient, c'est quasiment 95% de nos comportements et notre conscience 5%. Et le problème, c'est qu'on fait surtout confiance à notre conscient, donc notre mental, donc les 5% les plus insignifiants, on va dire. Hmm. Et le problème de ça, c'est qu'on est trop dans le mental, on va chercher des justifications, on va chercher des causes, on va chercher des signes, des choses qui sont rationnelles. Or, les choses qui sont à l'intérieur de nous, elles ne sont pas rationnelles, elles sont plutôt émotionnelles. Donc, ça veut dire déjà changer de fonctionnement, pas fonctionner de l'extérieur vers l'intérieur, et je vais expliquer pourquoi, mais plutôt de l'intérieur vers l'extérieur. L'intérieur, c'est tout notre monde intérieur où on a les choses qui nous touchent, les choses qui nous transportent. Et pour des personnes qui n'ont aucune pratique pour se retourner un peu vers l'intérieur, donc plutôt, on va dire, d'introspection, méditation ou autre, c'est très difficile d'être connecté à ça. Parce qu'en fait, on est stimulé tout le temps. Et d'autant plus avec les réseaux sociaux, tout ça, on est stimulé tout le temps vers un truc extérieur. Et donc, Hmm. pourquoi de l'intérieur vers l'extérieur et pas de l'extérieur vers l'intérieur, pardon? Parce qu'à l'extérieur, c'est la pression sociale, l'attente que les gens ont de nous. Le fait, par exemple, l'ego. Donc, tiens, j'ai un diplôme dans ça, ben, il faut que je continue dans cette voie. Tiens, on attend de moi que je fasse ça, ou il n'est pas permis aux gens comme moi de faire ça parce que je suis pauvre, parce que je suis noir, parce que je suis une femme, parce que je suis petit, parce que j'ai une voix aiguë, bref, tout ce que tu veux, toutes les raisons. Donc là, on va dire, c'est aussi toutes les croyances et toutes les Croyance. constructions.
Et moi, je le vois un peu comme les couches d'un oignon. Avec au cœur, tu peux avoir accès à ton joyau, à ta mission de vie, à voilà, les choses qui te transportent, mais tu as des couches qui t'empêchent. Et pour moi, il y a déjà les couches de l'ego, les couches de la pression sociale, etc. Donc, voilà, de l'environnement. Les premières couches de l'environnement, ouais. Ouais, les couches de nos croyances, donc tout ce qui s'est construit en général entre 0 et 7 ans. Si j'ai vécu dans un environnement très humble où il n'était pas permis de faire certaines choses, peut-être que j'ai un esprit plutôt orienté sur le manque et pas sur l'abondance, ça va me contraindre mon esprit, je vais me créer moi-même mon plafond de verre. Si je ne me suis pas senti valorisé, si voilà, j'ai pas eu la validation de la part parfois des parents, du père, pas assez d'amour de la part de la mère ou inversement, j'ai peut-être après des blessures. Et là, on arrive à la couche la plus difficile à casser. C'est vraiment la couche des blessures et on a certaines blessures qui vont nous empêcher de nous accomplir réellement et de voir réellement ce qu'on a en nous. J'ai un exemple très, très concret. Je suis une femme, j'ai été élevé par mes deux parents, mais mon père ne m'a jamais dit qu'il était fier de moi. Il m'a jamais dit que c'était bien ce que je faisais, peut-être par pudeur, peu importe la raison, mais en tout cas de 0 à 7 ans, c'est là où on construit, puisque le cerveau fonctionne essentiellement en mode subconscient, enfin l'accès au subconscient, voilà, puisque le cerveau est en onde θ, bref, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais globalement, c'est plutôt un accès direct au subconscient, ce qui nous Ouais. permet de comprendre plein de règles sociales, plein de règles qu'on n'a jamais apprises, mais juste par l'observation, par l'intégration, c'est un peu l'épigénétique. Donc là, ça Mm. construit l'essentiel de qui on va être plus tard. Et si on ne fait pas un travail de déconstruction, de reconstruction, de reprogrammation, on va rester lié à ses croyances. Et pour une personne qui aurait, par exemple, comme je disais, je donne l'exemple du père, ça peut être l'exemple aussi de personnes qui croient en soi, d'humiliation à l'école de la part des professeurs parce que je suis un mauvais élève, etc. Quand j'aborde la vie et que j'ai envie de faire des choses, je n'ai pas accès à mon potentiel. J'ai accès d'abord, je me heurte à cette couche-là qui me dit c'est pas pour toi, c'est pas possible. Et il y a ces phrases-là qui tournent en boucle dans le Reviennent. subconscient. Exactement, qui reviennent et qui me disent que c'est pas possible. Donc pour moi, le truc le plus important que je pourrais, conseil le plus important que je pourrais donner aux personnes qui nous écoutent, c'est déjà essayer de vous créer un environnement qui est favorable. Créer un environnement qui est favorable, c'est pas évident quand on n'a personne autour de nous, mais maintenant il y a des moyens de le faire en virtuel. Quand j'ai commencé, je connaissais aucun entrepreneur, personne dans ma famille n'entreprenait. Je me suis lancé vraiment à l'aventure et c'était pas comme aujourd'hui où Internet regorge d'informations, de podcasts, de trucs. Il y avait Ah, Walou. Donc, donc, moi, le conseil que je vous donne, c'est déjà créez-vous un environnement favorable. Environnement favorable, c'est autant lisez des bouquins qui vous inspirent, mm. regardez des vidéos, des podcasts, et mettez des phrases sur votre mur, des choses qui vous inspirent et qui progressivement ancrent des choses en vous, et allez rencontrer des gens qui sont comme vous ou qui sont même un peu plus loin que vous. Ça, c'est vraiment le truc le plus important que Première chose. ouais, je pourrais vous donner. Après, les croyances, en vrai, c'est bien de se faire accompagner pour travailler sur ses croyances. On peut y aller soi-même. Je vais donner un tips très, très simple. Quand vous pensez à un sujet, listez tout de suite tout ce qui vous vient en tête. Regardez ce qui peut être bloquant pour vous, mais très souvent, on ne le voit pas nous-mêmes. Moi, j'ai pris du temps à comprendre que j'avais une croyance limitante autour du travail. Ouais. Euh, et je fais juste une aparté, mais autour du travail, parce que moi, j'ai toujours entendu, faut bosser dur pour y arriver. Donc, je Celle-là, elle bossais est dur. commune, celle-là. Voilà. Donc, je bossais dur pour y arriver. Et pour moi, si les choses venaient trop facilement, je m'arrangeais toujours à ce que ce soit compliqué. Parce que sinon, j'étais pas méritant. Et c'était inconscient, hein, c'est fou. Ouais, et c'est Ouais. incroyable. Ouais. Donc, déjà ça, travailler sur ses croyances. Sinon, si vous n'y arrivez pas, faites-vous aider. Et en plus, vous le voyez dans vos réactions, les réactions par rapport à l'argent, quand vous voyez quelqu'un qui gagne beaucoup d'argent, qu'est-ce Mm. que vous ressentez? Qu'est-ce que vous vous dites? Est-ce que vous dites non, mais c'est un anti, non, mais les riches, ils sont tous des salauds? Moi, j'entends des trucs comme ça. Et quand mes clients ils me disent ça, je dis d'accord, donc on va travailler un peu sur l'argent parce que là, tu vas pas vendre. En haut de gamme, tu vas pas vendre. Et après, sur les blessures, là, pour moi, c'est vraiment un accompagnement. C'est un Ouais, accompagnement, travailler à fond sur soi. Mais le problème qu'on essaie de travailler sur soi, c'est qu'on va trop souvent être dans le mental. On pense que les problèmes sont réglés. Moi, ça m'est arrivé. Je pensais que ouais. certains problèmes étaient réglés parce que je les ai réglés dans le mental, mais dans le corps, dans le Dans, cœur, dans le cœur, c'est pas réglé. Et donc, le subconscient, il va continuer à produire, à attirer certains schémas. Donc, voilà ce que je pourrais dire. Et quand on fait ce travail-là, en fait, on a accès
alors, ça paraît fastidieux, mais ça se fait aussi progressivement. Et plus on fait ce travail, plus on se rapproche, plus on se sent puissant et plus on est dans son, on va appeler alignement. Dans son Euh, X. Comment? Moi, j'aime bien dire dans son X, mais c'est vraiment, Ouais, 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 c'est ça, c'est je ça. suis aligné, Le quoi. X Factor, ouais. Et donc, quand on a accès à ça, c'est là où enfin on peut voir ses propres rêves, où on peut voir sa propre mission, où on peut ressentir les choses. Sans ça, le problème, c'est qu'on va souvent être dans une projection. Et la projection, elle se fait souvent par comparaison. Tiens, tel Claire comparaison. entrepreneur, il dit ça, donc c'est peut-être ça aussi ma mission. Et puis, c'est un peu de la copie. Mais chacun est unique. Ça se voit sur nos visages. Quand tu marches dans la rue, tu vois que personne ne se ressemble, mais pourtant, on s'attend à ce qu'à l'intérieur, on soit un petit peu pareil ou copier sur quelqu'un. Non, c'est là où il faut sortir de la comparaison, Hmm. première chose. Ensuite, deuxième chose très importante, c'est que si on ne fait pas ce travail-là, on va être sur des choses factices qui sont en surface. Par exemple, moi, ma mission, c'est d'arriver au million. Non, ce n'est pas une mission, c'est la résultante d'une mission d'arriver au million. Exactement. C'est la résultante du fait d'avoir contribué suffisamment, d'avoir aidé suffisamment de personnes. Mais qui vous voulez aider? Et c'est OK de vouloir s'aider soi-même. Parce que, et ça, encore une fois, pour le coup, c'est d'avoir accompagné beaucoup de personnes qui fait qu'à un moment, j'ai vu que ça ressortait aussi. J'ai des personnes qui me disent, ouais, mais en fait, je culpabilise. Ils pensent que c'est pas leur vision parce qu'ils voient qu'ils ont une vision qui est très centrée sur eux. Ouais. Et quand je leur parle, je leur dis d'accord. Donc, tu penses que c'est pas ta vision, pas ta mission parce que tu te dis, ben, moi, je veux me prouver que je suis capable de le faire, je veux réussir, je veux même briller parfois. Donc, tu penses que c'est pas ça ta mission. D'accord. Mais si tu fais ça, qui ça va inspirer autour de toi? Ben, ça va inspirer mon fils, ça va inspirer ma compagne, ça va inspirer mes parents. D'accord. Donc, en fait, c'est de l'altruisme dans l'égoïsme. Et malgré tout, tu vas avoir un impact. Tu vas avoir un impact en inspirant des gens. Donc, c'est OK d'avoir aussi une mission qui est égoïste. Et une mission, c'est pas un truc, un sac lourd qu'on a à porter toute sa vie. C'est une étape. Ça veut dire que, tiens, j'ai une mission pendant un parcours de ma vie. Ouais. Et quand j'ai Évoluer. l'impression d'être allé voilà, au bout de ma mission, eh ben, il est temps pour moi d'aller vers une autre mission. Et c'est OK de faire ça. Et donc, il ne faut pas se mettre trop de pression de je dois absolument avoir une mission qui est de sauver le monde, et etc. Tu vois. Voilà. Et d'ailleurs, je vais juste faire, pour finir, parce que je suis bavard, mais je vais juste faire une petite aparté. Quand les gens me disent tout de suite d'entrée de jeu, je suis un mec très, très doux, très calme et tout, mais il y a des choses, je réagis du tac au tac. Quand les gens me disent, ben moi, ce que je veux, c'est pouvoir sauver les enfants en Asie, en Afrique, ceci, cela, je fais stop. Alors là, moi, j'emploie pas trop le mot bullshit, mais je dis, là, stop ton bullshit. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui déjà pour aider ces personnes-là? Ben non, mais j'ai pas encore l'argent. Non, non, si tu veux les aider, tu peux les aider. Au lieu de partir en vacances, je sais pas, à Ibiza ou je ne sais où, tu pourrais aller dans ces pays-là, tu pourrais les aider directement. Tu pourrais faire un don, même si c'est 10 euros par mois. Tu pourrais envoyer des cahiers, tu pourrais envoyer des stylos. Si tu ne fais rien aujourd'hui, c'est que c'est pas ta mission. Donc arrête de te mentir, Ouais. regarde réellement et tu n'as pas à culpabiliser d'avoir quelque chose qui n'est pas de sauver le monde, une vision qui n'est pas de sauver le monde, mais sois vrai avec toi-même. Sinon, tu ne vas faire que de te décevoir. Et ça, pour moi, c'est hyper important que la personne, elle soit honnête avec elle-même. Bon, merci, tu as partagé plein de trucs. Donc, si je récapitule, on a quand même trois étapes qui sont super importantes. La première, c'est l'environnement, créer un environnement. Et ça, je Ouais. sais que ça revient toujours. Et tu l'as très justement dit. Les gens disent, ouais, mais moi, j'ai pas la chance de connaître telle et telle personne. Aujourd'hui, il y a plein de possibilités de se créer des environnements favorables, dynamiques et inspirants via Ouais. les vidéos, les podcasts, etc. Donc, environnement. Le deuxième, ça va être tous les croyances. Toucher aux croyances. Et là, il y a des petites stratégies, des petites techniques aussi. Pour ceux qui connaissent la PNL, Ouais. de ce côté-là, il y a énormément de choses à faire. Et ensuite, il y a les blessures. Et là, c'est vrai que pour les blessures, ça devient compliqué de bosser tout seul. Donc, ouais, et puis, c'est Ouais. ça qui est complètement lié à ce qu'on va être capable. En fait, c'est des strates. Hein. Enfin, c'est un oignon, mais c'est des strates. Et c'est vrai que si on ne résout pas certaines blessures, on n'arrivera pas à casser certaines croyances, en tout cas à les modifier. Ce qui fait que derrière, bah, tout notre parcours, notre chemin d'entrepreneur, ce qui fait qu'on travaille, qu'on se lève tous les jours, c'est un peu biaisé parce que bah, on va pas travailler sur la profondeur. Et comme tu le dis, on reste très souvent en surface parce que quoi? Parce que le cerveau, il va aller vers la facilité, vers la simplicité, vers la sécurité, et Ouais. que c'est totalement de sortir de sa zone de confort et de se mettre en insécurité que d'aller travailler sur des choses Tout à euh, fait. qui sont internes.
Euh, et ça fait le penchant vers l'évolution de ce qu'on dit, parce que bon, les gens qui nous regardent sont essentiellement, je pense, des entrepreneurs ou des gens qui sont en phase de le devenir. Et, et c'est vrai qu'on parle souvent de stratégie, on parle souvent de la pépite, etc. Donc, on voit plein de choses comme ça. Et on oublie en fait que on peut avoir les meilleures stratégies, on peut donner le meilleur contenu. Si on n'a pas les croyances qui viennent soutenir la vision qu'on a, bah, on pourra jamais atteindre cette vision. Et comme tu l'as dit, la vision, c'est pas un truc c'est pas nécessairement un truc de psychopathe, quoi. Chacun a son niveau de vision. Et c'est surtout le chemin. C'est qu'est-ce qui se passe pendant le chemin? On va évoluer, on va apprendre, Ouais. on va changer, on va contribuer. Et c'est ce qui fait on va nourrir cette vision qui change aussi et qui évolue. Moi, Donc, mes plus grosses transformations, elles se sont produites parce que j'ai travaillé sur moi. Pas parce que ouais, j'ai travaillé sur mon business, sur, je sais pas, sur des stratégies, sur des techniques, etc. Parce qu'en vrai, et je me fais du tort à moi en disant ça, mais c'est pas grave. Il faut que ce soit dit. Et de toutes les façons, les gens, t'as beau leur dire, mais ils en tiennent pas compte. Mais en vrai, si, si on veut avoir alors là, je parle pas d'avoir un impact massif, mais ouais, si on se lance, si on est au début voilà, de son business et jusqu'à 100 000, 200 000, peut-être même 500 000, tout dépend en fait des leviers qu'on a. Les stratégies, elles sont simplissimes. ouais, c'est Tu très peux ne simple. pas avoir de site web, créer un tout petit peu de contenu, mais surtout créer des conversations avec des personnes et leur Mm. faire des propositions de la manière la plus simple possible. Rien qu'en faisant des mini-étapes très très simples, tu peux avoir un business qui cartonne sans imaginer devoir te transformer en producteur de contenu à mort, etc. Après, tout dépend ce que tu recherches. Si tu cherches vraiment à avoir un impact plus important, à comment dire, aider toute ton audience à avancer sur plein de choses, etc. Et avant de les accompagner, bien sûr que c'est mieux de créer du contenu. Mais les stratégies pour parvenir, elles sont simplissimes. Mm. Moi, pour une raison, pour deux raisons. Pour le fait que j'ai envie de faire ce qui se fait de mieux sur le marché en termes d'accompagnement, j'ai décidé à un moment d'arrêter des programmes que j'avais qui tournaient pour pouvoir me concentrer uniquement sur l'individuel, pour rentrer encore plus dans la tête de mes clients, comprendre encore plus les choses qu'ils ne disent pas quand ils sont dans un programme, aller encore plus loin dans leur transformation. Et en faisant ça, j'ai simplifié à mort j'ai bazardé tous mes funnels et je fais des choses qui sont simplissimes. Et parfois, je, je, ouais, enfin, je m'en vante parce que c'est drôle, mais parfois je dis tiens, j'ai fait un post à 20K en disant bah, j'ai posté un truc qui a généré 20 000 euros. Mais c'est juste pour dire à quel point des petites choses, des petites actions, mais c'est une succession de petites actions parce qu'il y a un effet cumulé. Si je Bien sortais sûr. de nulle part, si je n'avais pas commencé à créer du contenu avant, ça s'est fait progressivement, ça. Mm. Et avant, il a fallu compenser par autre chose, par du budget pub, par différentes choses. Mais il y a toujours une contrepartie. C'est-à-dire que c'est soit on prend le temps de faire des choses avec ses petites mains, c'est chronophage, voire énergivore, et ça produit des résultats. Soit on a les moyens de déléguer, soit on a les moyens, les Investir. compétences pour automatiser ou pour payer de la pub. Mais en tout cas, même les approches les plus simplistes permettent déjà de toucher son audience. On va peut-être parler justement de ça aussi, des, j'imagine, voilà, des différentes stratégies, est-ce qu'elles sont adaptées aux gens ou pas. Et pour revenir sur ce que tu disais, parce que j'ai un peu dévié, mais c'est vrai qu'au début, et je parlais de ça pour dire qu'au début, on cherche tout le temps la pépite, l'outil, le hack, le truc. Et après, quand on a un peu plus de maturité, on se dit, ouais, on comprend que c'est pas le petit hack du moment qui fait tout, Il mais fait la différence. mais qu'il y a des tactiques. Et puis après, on comprend que bah, ce n'est pas juste les petites tactiques qui sont bonnes, mais ce sont les stratégies. Et après, on comprend que les stratégies, c'est bien, mais que c'est surtout le mindset. Au bout d'un moment, c'est le mindset qui va faire Bien la évidemment. différence. Tu mets la même stratégie entre les mains de 10 personnes différentes, ils vont produire 10 résultats différents en fonction de leur mindset. Et ben, ça, c'est exactement. Et je rebondis sur un truc que tu as dit tout à l'heure aussi, je voulais dire, c'est le, la vision, l'état d'esprit, connaître ses valeurs et savoir où est-ce qu'on va, ça permet aussi d'avoir un branding, ça permet aussi de se différencier, ça permet aussi Ouais. d'avoir un message, pas seulement un message qui est attractif, mais un message ne sera pas attractif dans les mots.
il sera attractif parce qu'on le vit, parce qu'on l'incarne, parce qu'on le C'est ça. ressent, parce qu'on le transpire. Et ça fait une grosse différence parce que c'est vrai qu'au début, on a tendance à, je sais pas si, je sais pas si tu l'as fait, mais en tout cas, en début, je l'ai fait. Enfin, franchement, je pense que beaucoup de gens le font. On s'inspire des gens, on s'inspire de ce qui se fait. On regarde à droite, à gauche et on fait un méli-mélo de ça parce qu'on sait que ça marche, entre Ouais, guillemets. Sauf que la réalité, c'est que ça marche pas. Ça marche ouais, pas. Pourquoi? Parce que c'est pas nous. ouais, Et j'ai fait l'erreur longtemps, tu vois. Et j'ai ouais, découvert ça le jour où j'ai accepté aussi bah, d'être moi-même, d'accepter ma vulnérabilité, on n'en a pas parlé, mais d'être avec zone mes d'ombre. qualités, mais aussi mes défauts, tu vois. Mm. Et je suis pas, et on n'est pas des super humains, on n'est pas des super hommes. Enfin, j'aimerais bien si j'avais des super héros dans ma liste email, bah, qui me contactent. Mais du coup, ça fait partie de soi. Et je pense que c'est aussi ça qui permet de passer des étapes et d'avancer et de se dépasser et d'inspirer aussi, tu vois. Donc, j'ai dérivé un peu, mais je voulais revenir là-dessus quand même. Ouais, et puis ça, justement, là, tu parles de vulnérabilité, mais on va parler de vulnérabilité, d'authenticité, de transparence, et puis un peu de storytelling. La question simple, la plus simple, c'est que en vrai, les décisions, elles se prennent au niveau émotionnel. Et le niveau émotionnel, c'est pas, c'est beaucoup plus facile de toucher quelqu'un sur le plan émotionnel quand nous-mêmes, on est dans la justesse de nos C'est émotions. clair. Et on a comme un sixième sens Ouais, qui est très, très, très aiguisé pour pouvoir ressentir quand les gens ne sont pas authentiques, quand ils ne sont pas vrais, quand ils ne sont pas justes, quand ils ne sont pas honnêtes. Et c'est lié ouais, à plein de choses. Ça peut être la gestuelle, ça peut être le ton de la voix, ça peut être on se dit: «Je sais pas pourquoi, mais je il y le a un sens truc. pas». Ouais, il y a un truc. Et ça, moi, ça m'est arrivé aussi. C'est à un moment, je me suis dit: «Bon, moi, j'ai toujours eu comment dire? L'habitude d'être, de l'autre côté, de la caméra, de l'autre côté du business, on va dire. On me voyait pas, je travaillais pour des marques, j'étais dans leur branding, dans leur marketing, storytelling, communication, machin. Mais j'étais pas de face caméra. Et le jour où j'ai dû me mettre face caméra, j'avais un petit peu peur. Donc pareil, tu te dis un peu de syndrome de l'imposteur alors que j'avais pas à l'avoir, mais tu as ce truc quoi, Ouais, c'est: «Je ne suis pas assez. Est-ce que je suis assez pour le faire?» Et puis au bout d'un moment, j'ai arrêté de me poser la question, je me suis dit: «Vas-y, j'y vais». Et là, j'avais peur de l'échec. Donc la peur de l'échec me fait modéliser, des gens qui m'inspiraient en me disant: «Bon, ils font ça ou ils disent qu'il faut faire ça, donc je vais le faire comme ça», et je suivais un peu à la lettre, ce qu'ils me disaient. Et là, je sentais que j'étais pas moi et qu'il y avait un truc qui matchait pas. Et puis le une jour où dissonance. ouais, et le jour où j'ai commencé à me dire: «Tu sais quoi? Arrête de tout planifier, arrête de de faire le professeur. Parle, mais parle avec ton cœur. Parle, même sans trop préparer. Juste les grandes lignes, tu connais ton sujet, tu sais ce que tu as envie de dire et cetera». Et bah, c'est fou, j'ai fait des textes, des vidéos, mais quand j'ai vu comment ça a touché les gens, les messages que j'avais en privé, des gens qui me disent: «Mais c'est voilà, c'est vraiment ce que je vis», ou des gens qui me disaient: «Ben, c'est courageux ce que tu as vécu» et cetera. Si je parlais de mes échecs, de mes difficultés, Mm. donc en montrant de la vulnérabilité, je me suis rendu compte que je touchais beaucoup plus les gens en étant moi-même, qu'en essayant de modéliser une recette du succès. Par Mm. exemple, la version du webinaire qui marche à mort. Alors, il y a des structures Bien sûr. au minimum à respecter, mais après, quand c'est trop précis, quand c'est trop modélisé, et moi j'ai fait aussi cette erreur-là au début quand j'accompagnais des gens, c'était de donner des choses trop précises pour qu'il n'ait pas de zone d'ombre. Mais le Ouais. problème, c'est que ça peut les enfermer. Et c'est une des raisons pour laquelle j'ai arrêté un programme pour aller vers quelque chose où je me reconnecte vraiment avec chaque personne et qui fait qu'aujourd'hui, je ne peux pas dire à quelqu'un, à part à certains endroits de la stratégie, mais tu vas appliquer cette stratégie et ça va marcher pour Ouais. toi parce que ça marche pour tout le monde, c'est pas vrai. On a des profils psychologiques qui sont différents. Il y a des gens qui ont besoin de connexion émotionnelle avec leur audience, d'autres qui ont besoin d'être plutôt sur du factuel, de la construction, du carré, voilà, d'autres qui ont besoin d'être sur le langage des valeurs, etc., etc. Et cetera. Et en fonction, on peut pas, et même sur un autre niveau, il y a des introvertis, des extravertis, donc on peut pas être Exactement. sur les mêmes stratégies pour tout le monde, alors qu'il y a des profils psychologiques très différents. Sinon, c'est là où on se retrouve avec des gens qui sont complètement bloqués,
qui disent bah, en fait, je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas pour Ça moi. marche pas. Et parfois, ils se retrouvent avec des personnes qui leur disent bah, si ça ne marche pas, c'est parce que tu es mauvais, parce que tu ne sais pas appliquer les Parce que tu as stratégies, pas fait, parce que etc. tu n'as pas fait. Donc, ils culpabilisent, ils se mettent dans un schéma d'échec, etc., etc. Alors que pour moi, chacun doit prendre 100% de sa responsabilité. Ça ne veut pas dire qu'au final, il y a 200% de responsabilité, mais ça marche dans les deux sens. Moi, en tant que Mmh. coach, je prends 100% de ma responsabilité en me disant, si j'ai un client qui échoue, si j'ai 2 clients qui échouent, si j'ai 3 clients qui échouent, pourquoi ils ont échoué si je prends Mmh. 100% de la responsabilité? Qu'est-ce que j'aurais pu mieux faire? Qu'est-ce que je peux mieux faire? Comment je peux améliorer? Et que c'est le client aussi prenne 100% de sa responsabilité en disant, si j'échoue, c'est quoi ma responsabilité? Qu'est-ce que je ne fais pas? Qu'est-ce que je peux améliorer? Etc. Et pour moi, c'est là où c'est vertueux et c'est là où on est dans son authenticité. Mmh. En ayant la stratégie qui est bonne pour soi, la stratégie qui va nous stimuler, où on va se dire chouette, je dois créer du contenu. On va se dire super, je vais devoir faire ce webinaire. Ou je dois me dire ben, génial, je vais envoyer cet email parce que ça correspond à qui je suis. Est-ce que j'aime écrire? Est-ce que j'aime faire des vidéos? Est-ce que j'aime voir les gens en vrai, les toucher, leur parler, manger avec eux, trinquer? Est-ce que j'aime partager en live, etc. Et en fonction de ça, il faut la stratégie qui est adaptée. Alors Adapté. après, ouais, et après, il y a plein de manières de faire. C'est soit aller voir un coach qui est très spécifique sur une stratégie, mais ça veut dire qu'on sait déjà ce qui est bon pour soi. Et en général, c'est rarement le cas. Il faut quelqu'un, une autorité pour nous le dire. Soit on va vers quelqu'un qui est à l'écoute et qui est capable de nous apporter la bonne stratégie en fonction de qui on est. C'est plus coûteux en tant que coach de faire ça parce que Ouais. c'est moins scalable, où ça demande de créer plus de choses, de bien comprendre les gens, de les aider à se comprendre eux-mêmes. Mais c'est beaucoup plus payant en termes de réussite pour tout le monde. Mais ça, c'est un point que tu soulèves. D'ailleurs, on en avait parlé en off à la fois à Paris et là, juste avant de commencer cette interview. Mais cet aspect de stratégie qu'on magnifie un peu en mode c'est la stratégie qu'il faut suivre, c'est ça qui fonctionne. Je te rejoins largement sur ce point-là parce que c'est vrai que même pour nous, en tant que coach avec nos clients, on peut pas se permettre de dire ok, mais tu fais ça. Si la personne, tu dis, il y a plein de profils psychologiques, il y a des profils émotionnels différents. Euh, je suis convaincu aujourd'hui que de la même manière qu'il faut qu'on soit aligné, enfin, c'est important d'être aligné avec qui on est, ses valeurs, etc. Bah, la stratégie, c'est pareil. La stratégie, elle vient se calquer, elle vient se greffer sur ses valeurs, sur sa vision, etc. Et elle peut pas être la même pour tout le monde, tout simplement parce qu'on est Ouais. tous différents. Donc, c'est un point super important. Et c'est un piège un peu dans lequel beaucoup d'entrepreneurs tombent au début, c'est de se dire, ah, mais faut que je fasse, mais j'y arrive pas, ça bloque. Et en fait, ça génère des blocages, des blocages, des blocages. Et par la suite, bah voilà, on génère des frustrations Ouais. et de l'échec. Ouais, et puis c'est aussi lié au syndrome de l'objet brillant. Ouais. Forcément, il y a toujours une nouvelle stratégie qui prend le dessus ou un nouveau mouvement, etc. Moi, par exemple, on va dire que ma spécialité, c'est d'accompagner des gens à monter leur offre haut de gamme pour avoir un impact fort sur des personnes qui elles-mêmes éventuellement vont avoir un impact, etc., qui souhaitent contribuer. Mais c'est vraiment cette notion de haut de gamme. Et en fait, j'arrive dans la vague voilà, du high ticket, etc. Mais moi, c'est ce que j'ai fait toute ma vie. C'est-à-dire que le premier contrat que j'ai eu, c'était un contrat à 30 000 pour Orange. Donc, c'était déjà quelque chose d'assez élevé. Je facturais régulièrement à mes clients, grands comptes, etc., des projets à 25 000, à 50 000, parfois même à 100 000. Et pour le coup, pour moi, c'est normal. Donc, quand j'arrive et que j'entends des personnes qui commencent à dire bah, le high ticket va mourir ou je sais pas quoi, je rigole. Je dis mais en fait, vous pensez que c'est une mode. C'est pas une mode, c'est juste Ça une existe manière depuis. bah ouais, une manière. Alors, dans le microcosme d'un l'infoprenariat, ça peut donner l'impression que c'est nouveau, mais depuis la nuit des temps, les gens vendent des accompagnements chers. Voilà. Mais le problème, c'est que quand on pense que c'est un truc du moment, on se dit ben, la tendance va passer, il faut que je passe à autre chose. Or, Mmh. si tu aimes créer des articles, euh, si tu sais déléguer aussi pour le SEO, si tu aimes le faire, et ben, fais un blog. Alors, le blog va avoir une croissance un Une petit peu courbe de lente, croissance plus longue. mais après, tout dépend. Si tu fais déjà partie d'une communauté
que cette communauté, tu peux lui dire, bah voilà, j'ai lancé le blog autour de ce truc-là et tu as déjà des milliers de personnes qui vont venir dessus. Bah, pourquoi pas en fait? C'est con de dire à quelqu'un, si tu lances un blog, ça va pas marcher, sans connaître tous les tenants, les aboutissants de cette personne. Si elle est très très forte pour l'écriture et qui a de la place dans son marché, bah pour elle, ça va super bien marcher. Et pour une autre personne, ça peut être catastrophique. Donc, c'est là où on ne peut pas dire, tiens, ça c'est has-been, c'est dépassé. Alors, il y a toujours des grandes tendances, forcément. Aujourd'hui, les gens passent plus de temps sur les réseaux sociaux que sur des blogs, mais ça dépend des niches, en fait. Ça dépend Mm. vraiment des niches. J'ai des clients qui cartonnent, mais qui cartonnent avec des blogs sur des niches très spécifiques, Très de spécifique. Ouais. passionnés, etc. Ils cartonnent. Et d'autres qui se sont dit, tiens, je vais lancer un blog, et en fait, ils n'auraient pas dû parce qu'ils ont perdu du temps et qu'on a fait le point avant de démarrer le coaching, ils se rendent compte que c'est pas leur zone de génie. T'es pas Mm. adapté pour eux. Bah, c'est Mm. sûr que quelqu'un qui te dit, faut que je fasse un blog parce qu'on lui a dit de faire un blog, mais qu'il n'aime pas écrire, tu vois, typiquement, par exemple, c'est pas forcément la bonne stratégie pour lui. Ouais, et puis beaucoup de choses. Pour moi, les éléments qui sont vraiment importants quand on veut démarrer, enfin, avancer au quotidien, c'est le niveau d'énergie. Et le niveau Mm. d'énergie, il va être dépendant de plein de choses. Il va être dépendant déjà de est-ce qu'on est motivé à faire les choses, est-ce qu'on a une vision. Si on perd le focus sur sa vision, parfois, c'est même pas qu'on n'a pas la bonne vision, c'est que parfois, on perd le focus de sa Ouais. vision. On l'a fait comme ça parce qu'il fallait faire l'exercice, on l'a mis de côté, on ne se connecte plus à sa vision. Du coup, on fait des choses sans savoir pourquoi on les fait. Alors que quand on se reconnecte à sa vision, on se dit, ouais, ok, je fais ça, c'est chiant, mais je le fais parce que je veux impacter tant de personnes, parce que je veux Mm. que l'industrie, elle change, parce que je veux que ça n'arrive plus, etc., etc. Et ça stimule, ça donne un niveau d'énergie. Mais le niveau d'énergie, c'est aussi dans les choses qu'on fait. Si au quotidien, je fais quelque chose qui baisse mon niveau d'énergie, par exemple, tiens, on me dit, il faut faire du coaching parce que le coaching, ça se vend cher, etc. Et quand je fais du coaching, pour moi, ça me coûte émotionnellement parce que j'ai du mal à parler aux gens, parce que je me sens pas à l'aise, parce que au final, j'aime pas faire ça. Je préfère être dans mon coin parce que je suis plutôt, voilà, je préfère travailler dans mon coin et délivrer. Mon niveau d'énergie va faire que baisser. Si j'aime pas écrire, on me dit ouais, il faut écrire au quotidien des emails. Et ben en fait, mon niveau d'énergie va baisser. Par contre, si j'aime me balader dans des parcs, c'est mon kiff. Et qu'en fait, je prends juste ma caméra et je la pose et je suis dans mon élément et je commence à faire ma vidéo, ce sera un plaisir au quotidien parce que ça Mm. s'intègre dans mon lifestyle, parce que ça augmente mon niveau d'énergie, parce que l'énergie que je vais donner quand je le fais, les gens vont la recevoir. En fait. C'est vraiment ça. C'est une Mm. question de… Quand tu sens l'enthousiasme de quelqu'un, moi je suis quelqu'un d'ultra enthousiaste. Quand je suis tellement passionné par ce que je fais que quand je parle aux gens, j'ai toujours un enthousiasme qui fait que des fois même je parle trop. Je, même des fois je me dis merde, j'en ai peut-être un peu trop dit, mais je suis passionné et passionné autant par le partage que par le fait d'aider les gens. Donc, je fais rarement de la rétention d'informations. Euh, D'ailleurs, tu vois, on a discuté, on a parlé de plein de choses et on aurait pu se dire l'un et l'autre, ouais, mais on est entre guillemets concurrents, donc je ne peux pas lui dire ça, etc. On s'est partagé des choses. Non. Euh, voilà, et en fait, quand tu sais que tu es, et c'est là aussi où ça aide, c'est quand tu sais que tu es dans ton alignement, dans ta mission, Mm. tu sais que les gens vont venir aussi parce que c'est toi. Et ils vont Exactement. venir me voir moi parce que c'est Une moi, ils vont venir énergie. te voir toi parce que c'est toi. Et il y a une question d'énergie, de feeling, Exactement. de ressenti. Et ça ne s'explique pas. Ça se ressent, mais ça ne s'explique pas. Et c'est pour ça que c'est important que ça transparaisse dans ce qu'on fait. Et pour que ça transparaisse dans ce qu'on fait, il faut qu'on prenne du plaisir. Sinon, c'est comme s'il y a encore un filtre et qu'au lieu de donner 100% de son énergie, on va donner 20%, 30%, 50%. Et les gens, ils vont regarder, ils vont ressentir en fait ça et encore plus parce qu'ils regardent derrière un écran, donc ça crée encore des filtres, etc. Ouais. Donc ça fait que de diminuer et ce que ressent la personne après, c'est pas un truc où elle se dit waouh, j'ai la niaque ou à chaque fois que j'écoute cette personne, à chaque fois que je la lis, à chaque fois que je la regarde, j'ai des prises de conscience, j'ai la niaque, j'ai envie de tout, voilà, tout cartonner. Tu vois, c'est ce truc-là où tu te dis, on a tous des gens, des mentors, des personnes, quand on les Ouais. écoute, quand on les regarde, on se dit, ah, allez, c'est bon, là, je suis Je suis au tac. déterminé, je suis au taquet. Et c'est ça qu'on a envie de faire ressentir à son audience. Ouais. Et ça nécessite de créer le cadre pour. Et ce cadre-là, c'est est-ce que vous faites ce que vous aimez? Est-ce que vous vous sentez à l'aise dans ce que vous faites? Alors, je vais juste rectifier. C'est pas juste aimer. C'est Ouais. apprendre aussi à aimer le process si c'est écologique pour soi. C'est-à-dire que si j'ai jamais fait de vidéo de ma vie, je peux pas savoir si c'est fait pour moi. Si j'ai jamais Mhm. écrit d'article, je peux pas savoir si c'est fait pour moi. Par contre, quand je commence à le faire et que je dépasse les premiers niveaux de frustration,
Donc, c'est-à-dire qu'il faut un peu persévérer au début et tester, voir, voilà, est-ce que c'est mon truc? Là, je me dis: «C'est fait pour moi ou c'est pas fait pour moi». Et moi, avant, je me disais: «Ben, tiens, je kiffe faire des vidéos, mais par contre, écrire, en fait, ça me saoule». Et au final, j'aime bien écrire parce que je me suis dit: «Allez, je me plie à l'exercice, j'essaye de le faire sans me forcer». J'écris très peu d'emails, mais par contre, j'écris des posts, voilà, régulièrement dans la semaine et cetera pour toucher, pour inspirer mon audience, pour, l'attirer vers moi et cetera. Et j'adore faire ça. J'adore faire ça, mais parce que je le fais d'une manière qui est écologique pour moi. C'est-à-dire que je Mmh. ne me force pas à créer Ouais. du contenu au quotidien. Je crée du contenu quand j'ai quelque chose à dire et je dis quelque chose quand ça m'inspire. C'est-à-dire que il va m'arriver un truc, je me suis coupé le doigt une fois, et tiens, c'était un motif pour faire un post pour dire, ben, en fait, je me suis coupé le doigt. Mon corps, j'ai pas besoin de lui dire, j'ai pas besoin de lui donner des informations pour qu'il puisse se guérir. Il se guérit tout seul parce qu'il y a un système en place. Et c'était l'occasion de parler du fait que si on a un système en place qui tourne pour soi, les choses fonctionnent dans son business. Et donc, c'est Mmh. important d'avoir un système au moins minimum pour pouvoir attraper attirer pardon, des, Les personnes. des prospects et les transformer en clients. Et ben, j'ai fait ce post-là parce que j'étais inspiré, parce qu'il m'est arrivé un truc, que j'avais envie de créer un lien avec le business. Mais si j'ai rien à dire, je dis rien. Parce que sinon, ce ne sera pas écologique pour moi. Je vais me retrouver à créer du contenu juste Dans la histoire force. d'eux. Et c'est là où voilà, on n'est pas voilà, on n'est pas dans le message Dans la fluidité, on n'est pas dans la non, fluidité. ouais. Mais faut encore une fois, et j'insiste là-dessus, c'est important d'apprendre à aimer le process. Personne ne se lève un jour dans sa vie en se disant: «Tiens, mon kiff dans la vie, ça va être, d'écrire tous les jours des messages». Non, tu as d'abord une mission. Cette mission implique de faire des choses. Au début, tu dois les faire toi-même. Après, peut-être que tu peux déléguer, mais il y a des choses qu'il vaut quand même mieux faire soi-même. Et quand tu les fais, c'est apprendre à apprécier le fait de le faire. Et ça peut prendre un certain temps. Ça veut dire qu'au début, ça devient juste une routine. On n'est pas né non plus en se disant, tiens, c'est un grand kiff de faire mon lit tous les jours, c'est un grand kiff de faire la vaisselle ou c'est un grand kiff de me brosser les dents. On pense juste à l'outcome. Qu'est-ce qui est plus important? C'est d'être en bonne santé. C'est d'avoir, même quand tu vas dans une salle de sport, quand tu fais du sport au quotidien ou plusieurs fois dans la semaine, ça peut faire mal. Tu as des courbatures, tu sais que ça va être douloureux, tu sais que tu préférerais peut-être être en terrasse, à boire une bonne bière avec des potes que, d'aller te faire suer, à la Voilà. salle. Mais tu apprends à aimer le process parce que tu sais que l'outcome est plus important et après, c'est quand tu te connectes donc à ta vision, à cet outcome, à cet objectif que tu te dis: «Ouais, en fait, je fais ça parce que, putain, mon Pour ce objectif, c'est vraiment de me sentir bien dans mon Mmh. corps, d'évacuer du stress, peut-être de maigrir, peut-être voilà, peu importe tes objectifs, mais si c'est sur du sport, tu vas te dire, voilà, c'est mon objectif et c'est sur ça que tu vas te focaliser pour apprécier le process qui te permet d'arriver à cet objectif. Et ça, c'est pas, on a souvent tendance à croire que la motivation doit précéder l'action. C'est souvent l'inverse. Il faut d'abord mettre l'action et Exactement. ensuite la motivation et la confiance arrivent en y allant. Et d'ailleurs, je voudrais exactement mais compléter ce que tu dis avec le fait de, je donne un exemple. Par exemple, j'ai toujours adoré écrire. J'aime bien écrire. Mmh. Et au début, j'écrivais, mais pourtant, j'avais cette dualité entre la peur du regard des autres et du Ouais. jugement que les gens peuvent percevoir de ce que j'écris et ma vision qui est d'inspirer les gens, d'aller vers vraiment ce que je Ouais. veux, tu vois. Donc c'était très fort de ce côté-là, mais il y avait aussi ce poids qui contrebalançait ici, ce qui fait que bah, je gardais mes textes pour moi, tu vois, en gros. Et je pense que Ouais. ça fait à peu près un an et demi que je m'autorise à le faire et ça avance en fait. Et qu'est-ce qui a fait la différence? C'est quand j'ai appuyé sur ce putain de bouton envoyer, tu vois. Donc c'est l'action qui a fait la différence. Ouais. Et je me suis aperçu qu'en fait finalement, bah, au début avec eux trois potes qui allaient mes trucs, donc de toute façon ça changeait pas grand-chose. Et qu'avec le temps, que je m'autorisais à partager, que je m'autorisais à être un peu plus moi-même après chaque communication, eh bien, la différence se fait dans l'action, c'est effectivement l'action qui donne des résultats, qui apporte de la confiance. Ouais. Et donc, c'est vraiment ça, c'est cette dualité aussi entre ce qui peut nous retenir nos croyances, comme quoi on va être jugé, comme quoi, et notre vision. Et en fait, plus on avance, plus on passe à l'action, plus la balance penche vers la vision.
Bah, tu vois, tu as dit un truc qui est marrant, qui m'a rappelé une de mes expériences. C'est que moi, je lisais beaucoup quand j'étais gamin. Et quand j'étais petit, il y avait une bibliothèque pour les enfants, l'espace pour les enfants et l'espace pour les adultes. Et moi, j'allais tout le temps dans l'espace des adultes parce que je trouvais les livres plus passionnants. J'étais limité d'avoir 5 livres, j'en prenais 10, 11. Bon, bref, j'avais la bibliothécaire dans ma poche et j'adorais lire. Et ma mère me faisait faire des dictées le week-end, écrire. Et donc, du coup, j'écris un français plutôt bon, avec le minimum de fautes possible. Et du coup, le jour où j'ai dû commencer à faire des posts organiques, à faire du copywriting, en fait, tu écris pas du français normal. Non, Tu fais des phrases qui ne sont pas non, structurées comme des phrases normales, mais ce sont des phrases qui parlent au cerveau, qui parlent au cerveau émotionnel de la personne. mm, On n'emploie pas des mots compliqués, il faut que les personnes ce soit comme un massage pour le cerveau, en fait, c'est que ça rentre tranquillement, sans accroc. Et c'est pas là, de la moi, littérature. non, non, et ça m'a demandé de dépasser le propre jugement que j'avais vis-à-vis de moi-même en disant non, mais attends, mais je peux pas écrire ça, c'est pas possible. Exactement. En français, on dirait pas ça, mais déjà, il faut écrire un peu comme on parle. Faut accepter de faire des phrases où tu aères, tu sautes des lignes, tu fais pas des phrases complètes, parfois il n'y a pas de verbe, etc. Mais pour que ça parle en fait. Et je me suis dit, tu vois, j'avais peur de le faire en fait. Au début, je le faisais pas. Et quand j'ai commencé à le faire, à me libérer là-dessus, j'ai vu que c'était beaucoup plus efficace. En plus, je le savais, mais c'est juste que j'avais pas envie. En fait, j'avais la peur du jugement, la peur qu'on dise, Ouais, attends, c'est c'est ça. quoi ton français là? C'est pas du français. Mais là-dessus, je veux rassurer toutes les personnes qui nous regardent et qui sont dans cette phase-là, que là, tu partages une anecdote, j'en partage une autre, mais vraiment pour montrer que c'est un passage. Quand je me suis mis à écrire du copywriting, c'était à l'époque où j'étais en train de terminer une thèse à l'école de commerce. Donc, j'écrivais académique, tu vois. Mais j'écrivais quelque chose sur le marketing, une thèse pro sur le marketing. Donc, j'étais complètement, constamment en train de me dire, j'écris comment? Est-ce que j'écris comme du copywriting pour la publicité ou j'écris académique? Et en Ouais. fait, ça a pris plusieurs mois pour que je switch mon cerveau aussi sur la manière d'écrire et que j'accepte aussi d'écrire plus comme je parle et moins comme on l'a appris à l'école ou comme on nous le demande quand on veut rédiger, quand on veut écrire un bouquin, par exemple, Ouais. et encore, quoique ça dépend quel bouquin on écrit. Mais, et je me rappellerai tout le temps quand je faisais tourner mes premières communications auprès de mes proches. Ils me disaient non, mais ça, si tu peux pas l'écrire comme ça se dit pas. Et je fais oui, je sais bien, mais et tu vois, ça a été un travail comme ça. Et maintenant, Ouais. c'est plus naturel et maintenant, il n'y a plus de problème. Mais wow, le switch comme ça, il a été un peu difficile parce que du coup, j'avais peur que les gens me disent ouais, mais attends, tu pas parler Ouais. français. Ouais, c'est clair. Et c'est là où garder sa vision bien au clair, ça permet de faire des choix et d'assumer ses choix. Par exemple, si voilà, tu devais écrire un livre pour pouvoir toucher ton audience et que tu écris ton bouquin et tu te dis, attends, est-ce que je veux avoir un prix de littérature ou est-ce que je veux que les gens comprennent mon message, qu'ils appliquent et que ça les touche? Eh ben, tu vas certainement te faire flageller sur ton écriture, mais les gens à qui ça s'adresse, eux, ils vont réellement en tirer un vrai bénéfice. Et il y a un truc que tu disais aussi, c'est moi j'ai une expression pour ça, mais c'est quand tu commences au début et qu'il y a pas grand-chose qui se passe. Moi j'appelle ça le chant des criquets, tu sais, c'est quand tu es en Provence et puis que tu entends ces criquets dans le silence. C'est ça, pour moi c'est le silence. Tu fais quelque chose et il se passe rien. Et en fait, ce qu'il faut que vous compreniez, vous qui nous regardez, c'est que le temps n'est pas linéaire. Le temps est à minima exponentiel et parfois il peut même y avoir des contractions temporelles. Vous allez faire des choses simples qui vont vous faire faire un bond, un vrai saut quantique, même si je puis dire. Et au début, on fait des choses, il y a deux courbes comme ça qui sont complètement inversées. C'est d'un côté la courbe de l'effort et de l'autre côté la courbe des résultats. C'est qu'au début, on Mm. produit beaucoup d'efforts pour très peu de Peu- résultats. donc, Et après, on fait peu d'efforts pour beaucoup de résultats. Et c'est au début qu'il faut accepter de marcher un peu, d'avoir un peu cette traversée du désert, mais qui peut mm. s'accompagner avec les bonnes stratégies de petites actions simples qui vous donnent envie de continuer, qui vous apportent des résultats. Mais c'est le moment où la plupart des gens abandonnent, en fait. Où en se disant, bah, en fait, ça marche pas pour moi, c'est pas fait pour moi, etc. Alors qu'en fait, ils sont en train d'avancer, ils n'ont pas encore les résultats, mais ils sont en train de créer les actifs
c'est un peu comme s'ils créaient un échafaudage et puis après, ils allaient pouvoir construire un édifice. Et en fait, tu as des gens qui laissent l'échafaudage en plan en se disant, bah, écoute, je vais jamais réussir à construire l'édifice que je voulais construire. En tout cas, merci beaucoup, Khan, parce on a donné beaucoup de choses. On a parlé de vision, on a parlé d'état d'esprit, on a parlé de croyance, on a parlé de stratégie aussi. Moi, je pense qu'il y a énormément de choses déjà dans cette interview. Euh, on a encore 6 heures d'interview à peu près, là, donc on a un peu de temps. Non, non, on pourrait continuer. Il y a énormément de choses encore que j'aimerais qu'on partage ensemble et puis pour les gens qui nous écoutent. Mais du coup, après, ça va faire peut-être un peu long. Par contre, je voulais te poser une question qui est de l'ordre qui est de l'ordre de la vision aussi. C'est Ouais. toi, Can, c'est quoi l'héritage que tu veux laisser je sais en plus que tu es papa depuis pas très longtemps. C'est quoi l'héritage que tu veux laisser à tes enfants et comment tu veux qu'on se rappelle de toi dans 30, 40 ans? Bah, moi, c'est assez clair. C'est à deux niveaux. Et c'est là où on peut avoir une vision pour soi, une vision pour le monde. Moi, déjà, je veux être un exemple pour mon fils. Je veux lui apporter les bonnes informations. Alors, il aura toujours quelque chose à me reprocher. Ça, c'est un peu normal. Quand t'es parent, il faut accepter de te prendre des petits coups de bâton à certains moments. Mais en tout cas, ça m'a poussé le jour où j'ai su que j'allais avoir un enfant et encore plus le jour où il est né, à me dire, en fait, alors j'avais des beaux business qui tournaient bien, une startup qui était en hyper croissance, levée de fonds, machin, mais de dire non à beaucoup d'argent, de dire non à une vision du succès pour me concentrer à la fois sur ma mission et pour être là pour mon fils. Et en fait, je me suis dit, je veux déjà qu'en termes d'épigénétique, il soit baigné dans un environnement où il voit son père, sa mère, parce que ma chérie est indépendante aussi, coach, plutôt dev perso, de dire, ben, je vois que mes parents, ils aident des personnes, je vois qu'ils contribuent et que ça l'inspire déjà. Qui voit ce que c'est que l'effort aussi, parce que des fois, je bosse beaucoup, je dois faire des choses, qui voit ce que c'est de se démener. Moi, j'ai la chance d'avoir des clients qui communiquent beaucoup avec moi, donc qui m'expriment leur gratitude dès qu'ils ont des victoires, dès qu'ils ont une transformation qui n'est pas uniquement financière. Parfois, ça peut être, bah, tu sais, on a travaillé sur ça, ça a eu un impact sur ma vie Hmm. personnelle, sur mon couple, sur ceci ou cela. Et moi, ça me touche. Je suis assez sensible à ce niveau-là. Quand ils me racontent leur histoire, tu vois, je suis toujours assez ému. C'est qu'ils voient ça, c'est qu'ils ressentent ça, c'est qu'ils voient l'effort que c'est quand je passe des appels, voilà, des appels stratégiques, je suis vraiment dans la dynamique d'aider la personne, qu'elle devienne cliente ou pas. Et en fait, je veux que mon fils soit spectateur de ça, même entre guillemets un peu acteur, parce que je l'emmène aussi dans les événements. Enfin, tu l'as vu au Game Entrepreneur. Donc, je l'emmène dans les événements pour qu'il baigne en fait dans cet environnement-là, entouré de personnes qui sont stimulées, qui ont envie de changer les choses, qui ont envie d'avoir un impact. Et aussi, d'avoir ce degré de liberté qui fait qu'aujourd'hui, j'ai abandonné la vie de bureau. J'avais des très beaux bureaux à Boulogne et tout, mais j'ai abandonné la vie de bureau pour travailler de chez moi, pour être en famille, pour m'axer sur ce qui est important pour moi. Et ça, je veux que lui aussi se souvienne de ça, mais aussi que ce soit inspirant pour mes clients et mes clientes, parce que j'ai beaucoup de femmes qui parfois se disent c'est pas toujours évident de travailler en s'occupant de ses enfants, de faire des choix de vie très, très spécifiques. Et je sais qu'à ce titre-là, je suis aussi un modèle pour les personnes-là en se disant, OK, c'est possible à faire, il y a des choix à faire. Et aussi la liberté, en tout cas, parce que pour moi, c'est aussi la liberté de voyager. Je pars lundi, là, je pars donc lundi, Las là, Vegas. dans quelques jours. Ouais, je pars à Las Vegas pour un coaching avec Tony Robbins. Après, je vais à Toronto. Après, je vais en Sardaigne. Après, je vais aux États-Unis dans les 2 mois qui suivent. Donc, c'est aussi avoir cette liberté de travailler d'où je veux et d'apporter ça à ma famille et aussi Hmm. d'inspirer les personnes à ce niveau-là. Ça, c'est vraiment sur le plan égoïste, altruiste. Je fais des choses que j'aime et par ce fait, en étant qui je suis, en m'accomplissant moi, j'inspire des personnes. Maintenant, sur ma mission concrète dans ce que je fais dans mon business,
moi, c'est simple, je veux que l'échec ne soit plus une option et que l'échec ne soit plus une obligation. On se dit, il faut échouer avant de réussir. Je pense que dans un monde où on a de l'information, où on a accès à des personnes qui ont échoué avant nous, euh, c'est bien de pouvoir prendre leur expérience. Et pour moi, c'est Mm. de rendre accessible, de rendre visible, de démocratiser non seulement le coaching, mais aussi ma méthode, que ce soit un peu comme comme on dirait, moi je dis l'intelligence qui aide les business à réussir. Donc aussi pour les petits business, je m'intéresse plutôt aux indépendants, solopreneurs et aux petits business. Parce que ce sont ceux qui souffrent le plus du manque de visibilité, etc., etc. Et ça, c'est ma vision. C'est de me dire qu'il n'y a plus personne qui va échouer ou qui va se sentir prisonnier, parce que la liberté, c'est important pour moi, parce qu'elle n'a pas les moyens d'entreprendre, parce qu'elle ne peut pas. Et ça m'emmène aussi à un volet que je n'ai pas encore développé, mais qui me tient à cœur. Et je ne sais pas quelle forme ça va prendre. Est-ce que ce sera une école? Est-ce que ce sera un truc associatif ou pas? Mais c'est aussi pouvoir aider les personnes qui sont dans des pays où il y a un peu plus de difficultés à entreprendre sur le web pour qu'ils aient cet effet de levier où avec très peu de moyens, ils arrivent à impacter des gens pour qu'ils puissent être libres eux-mêmes de soit ils décident de rester dans l'endroit où ils sont et ils n'ont pas besoin d'aller dans une ville où il y a une université pour pouvoir être formés et donc quitter l'endroit, le cocon familial d'où ils sont et ensuite bah, après il y a des endroits, des villages, des villes qui meurent, des communautés qui meurent à cause de ça ou que des femmes ne se sentent pas prisonnières d'un certain travail, parce qu'en voyageant dans le monde, bah, tu te rends compte que les femmes prennent cher quand même à certains niveaux, plus que les hommes, et de faire en sorte de rendre accessible le fait d'entreprendre pour pouvoir être autonome et pour pouvoir avoir un impact, mais l'impact qu'ils auront décidé d'avoir. Ce n'est pas moi qui décide, qui dirait, bah, Ouais, tiens, je vais régler la ça fin reste du un monde. choix. Non, ça reste un choix. Si leur choix, c'est d'être dans le confort et puis de s'acheter une grande maison et d'avoir une belle voiture, ce sera leur choix. Si leur choix, c'est de créer quelque chose, de créer un petit empire pour machin, ce sera leur choix. Si leur choix, c'est de faire évoluer toute leur communauté pour voilà, grandir ensemble, ben, ils le feront. Et ça, pour moi, c'est important. La liberté, et c'est aussi le libre arbitre. Donc moi, j'ai envie de contribuer à ça. C'est une vision qui est tellement grande qu'elle me fait peur, mais c'est parce qu'elle me fait peur que j'y vais et parce qu'elle est ambitieuse que j'y vais et que je sais que je n'y arriverai pas, mais que je vais y tendre. Parce que Ouais. oui, vouloir faire en sorte que tout le monde, dans le monde entier, ne soit plus face à un échec, c'est plus qu'ambitieux, c'est peut-être même mégalo, mais en tout cas, ça me donne l'énergie de toujours me surpasser, de toujours. Je sais que je pars de bas par rapport à l'impact que j'ai aujourd'hui et c'est ce qui me fait me dire que je ne vais pas me satisfaire Te, en fait, li- peu importe les te revenus, limiter. voilà, pas me satisfaire, pas me limiter. Être dans la gratitude, certes, mais pas me limiter. Donc voilà. Donc pour moi, c'est aussi ça mon leitmotiv, c'est de mettre quelque chose qui est. Il y a des gens que ça décourage de mettre quelque chose qui est très haut. Moi, parce que je sais être dans la gratitude au quotidien, donc de nourrir aussi mes petites réussites, je m'autorise à avoir une vision qui est énorme, qui fait que ça va toujours me donner la motivation pour y aller et je sais que j'aurai toujours quelque chose à faire pour m'en rapprocher. Yes, sacrée vision, sacré héritage. En tout cas, merci du partage, Can. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais rajouter pour conclure avant qu'on se quitte? Ouais, ouais, ouais. Ce que j'aimerais dire aux personnes, c'est croyez en vous, mais croyez en vous juste Mm. suffisamment pour pouvoir faire le premier pas. Vous n'avez pas besoin d'attendre d'être prêt. Vous n'avez pas besoin d'attendre Et d'ailleurs, je dis ça, c'est très drôle parce qu'il y a une cliente qui a généré 15 000 euros sans être prête. Et pour moi, ça, c'est important. C'est y aller même si vous ne vous sentez pas prêt. Plus vous allez vouloir retarder l'échéance, plus la peur va se construire. En fait, la peur, son carburant, c'est le temps. Plus vous laissez du temps à la peur, plus elle se construit, plus elle grandit et plus elle est impressionnante. Donc, laissez le moins de temps possible à la peur. Dès que vous avez peur de quelque chose, allez-y tout de suite. Et ça c'est important. C'est même mécanique. Il ne faut pas attendre d'être motivé, il ne faut pas attendre d'avoir confiance en soi, il ne faut pas attendre d'être sûr de soi pour pouvoir y aller. Il faut y aller et la confiance, l'assurance, les certitudes vont venir en cours de route. Mais c'est entamer voilà, ce mouvement. Et d'ailleurs, si on regarde rien que la marche ou le vélo, c'est un déséquilibre. Et c'est ce qui donne l'équilibre, c'est le mouvement. La marche, c'est une suite de déséquilibres. C'est déséquilibre sur déséquilibre. On met une jambe en avant.
Si on se lâche comme ça, ben, on va tomber en fait. Et puis c'est le déséquilibre suivant qui emmène. Donc ça veut dire qu'on est vraiment dans cette notion de mouvement et que c'est le fait d'être en mouvement qui fait qu'on va trouver cet équilibre. Chose dont on ne peut pas se rendre compte si on est bloqué et on est dans l'immobilisme. On pense qu'il faut que tout soit prêt pour pouvoir y aller. Absolument pas. Et toutes les personnes que je connais qui ont bien avancé, qui ont réussi ce qu'elles ont entrepris, ont eu cette dynamique. Je suis peut-être pas prêt, mais il faut que j'y aille. Et je me confronte à la réalité. Et parfois, la réalité est différente de mes fantasmes. Parfois au-dessus, parfois en dessous. Parfois, on se dit, «Ah, non, mais si je fais ça, ça va cartonner. Et limite, j'ai peur de la réussite. Non, mais je ne vais pas savoir comment gérer. Et puis après, on lance, ah, en fait, ça Ah se ouais, passe non, pas comme ça. Ou parfois, c'est l'inverse. C'est de dire, non, mais ça va être dur, je ne vais pas réussir, je vais galérer. Et boum, il y a un signe qui nous montre que bah, il faut y aller et c'est bon. Mais ça, on ne le sait pas tant qu'on n'y est pas allé et tant qu'on n'est pas dans une dynamique. Donc moi, j'encouragerais tous les gens qui nous regardent, quel que soit le niveau où vous en êtes, parce que c'est pas une question de débutant, pas débutant, quel que soit le niveau où vous en êtes, si vous voulez franchir un nouveau palier, n'attendez pas d'être prêt. N'attendez pas d'être trop dans le mental, de dire bah, il faut que j'ai lu 20 bouquins, que j'ai fait 5 formations. Ayez suffisamment d'informations pour pouvoir y aller et pas aller au combat avec une fourchette, mais allez-y vite. Ouais. N'attendez pas de penser être prêt ou d'avoir une confiance absolue pour y aller. Hier, j'ai posté quelque chose et j'avais une phrase, c'est projetez-vous dans un an, vous auriez tellement aimé commencer aujourd'hui. Mm. Ouais. Donc c'est vraiment Ouais. ça, c'est y aller dès maintenant, quoi. Ouais, 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 carrément. Bon, écoute, merci en tout cas, merci beaucoup pour toutes ces pépites, tous ces partages, Cannes. Je pense là, je pense que les gens, ils ont énormément de choses déjà à intégrer. Où est-ce qu'on peut te retrouver pour les gens qui te connaissaient pas et qui aimeraient en savoir plus sur toi? Bah, pour les gens qui me connaissent pas, allez plutôt sur Facebook. C'est le meilleur endroit Yes. voilà, pour échanger. Et puis, je fais des partages réguliers, inspirants, des partages de ce qui se passe dans mon activité ou dans ma tête et comment j'évolue. Et pour moi, c'est important le partage et puis de, oui, d'aider les personnes à comprendre ce qui se passe dans les coulisses. Je suis assez transparent, on va dire, dans le sens où je dis aussi les choses qui sont difficiles, les Mm. challenges. Pour moi, c'est important. Parce que entreprendre, c'est pas. Voilà, il y a beaucoup. Quand on regarde juste en surface, Pas que l'aspect effectivement, brillant, quoi. voilà, toi tu voyages, moi je voyage, on a des belles images, ça donne envie, etc. Mais on sait ce qui se passe dans les coulisses de nos business. Il y a des doutes, il y a des moments de frustration, il y a des moments où tu te reposes sur tes lauriers, et puis après tu dis, bah, faut que je me réveille parce que là, putain, j'ai, je vais pas finir l'année si je machin. Et on apprend de ces expériences-là en se disant, bon, bah, maintenant, je sais qu'il faut que j'ai une régularité, que je travaille peut-être sur, je sais pas, ma discipline, etc., etc. Et puis parfois, il y a des moments où on n'a pas envie, en fait. Tu te dis, bon, là, tous les jours, je suis motivé, tout ça. Et puis, il y a des moments, j'ai pas envie. Et c'est de se dire, OK, j'ai la bienveillance pour les autres, mais je l'ai aussi pour moi. C'est OK de ne pas être à 100% Mm. tout le temps. Et c'est OK de prendre des moments pour soi et de se dire, ben, tiens, contrairement à ce que dit Gary Vee, hustle, 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 jusqu'à ce qu'il décerne comme ça. Non, parfois, c'est bien de prendre le temps. De Ouais. prendre le temps, de prendre du temps pour soi, pour se recharger. Surtout quand on est dans l'accompagnement. Dans l'accompagnement, quand on donne beaucoup, en fait, il faut que notre vase soit plein pour qu'on puisse Mm. remplir le vase de nos clients, ne serait-ce qu'en termes d'énergie. Exactement. À chaque fois que moi je commence un coaching, je me mets dans l'énergie maximale pour que la personne, elle soit, que son degré de Alors, certitude rejoigne le mien. Si j'arrive comme ça, je suis fatigué, je suis démotivé, ouais, machin, boum, je baisse le niveau d'énergie et je plombe mon client. Donc, on a une mm. certaine responsabilité et ça veut dire que c'est aussi notre responsabilité de nous recharger. Peu importe la manière, chacun, il y en a, ça va être d'aller danser, d'autres, ça va être le sport, d'autres, ça va être le voyage, d'autres, ça va être des moments en famille, avec les amis, tout ça. C'est juste s'autoriser ces moments-là, chose que moi, je ne faisais pas assez dans le passé quand j'étais vraiment en mode machine de guerre et que je travaillais parfois en dormant une nuit sur deux pour, bah ouais, quand tu as plusieurs boîtes et que tu dois accomplir plein de choses et que tu as des objectifs très élevés, tu as tendance à tirer sur la corde. Je touche du bois.
j'ai pas fait de burn-out, mais je pense que ça me pendait au nez. Et je pense que le jeu en vaut pas la chandelle parce que quand on a vraiment une mission, c'est important de maintenir son intégrité pour pouvoir continuer à avoir envie d'aider les autres et être en mesure d'aider les autres. Donc ça, pour moi, c'est important. Voilà. Merci beaucoup, Cal. En tout cas, ça m'a fait vraiment plaisir de partager ce moment avec toi. Ben ouais, c'est cool. On a été super bavard, encore une fois, hein, mais bon, ça, c'est une fois n'est pas coutume. Et puis, bah, écoute, je te dis à très bientôt. Pour ceux qui nous regardent, je vous retrouve dans une prochaine vidéo avec grand plaisir. Et je vous souhaite une très belle journée. Si cette vidéo vous a plu, bah, n'hésitez pas à la partager. Si vous pensez que le travail que fait Can peut bénéficier à quelqu'un, bah, n'hésitez pas non plus à le partager. Si vous avez des questions, mettez-nous en commentaire. On passera par là, on répondra avec plaisir. Et je vous dis à très vite. Merci encore, Can. Merci Max, c'était vraiment un plaisir de partager ce moment avec toi et puis de répondre à tes super questions. C'est ce que j'aime faire, c'est parler de ces choses qui sont importantes. Yes. Merci en tout cas à toi et à très vite. Ciao. Ciao tout le monde. Ciao.